4h47, la maison avait encore le visage fermé des demeures, qui ont trop vu pour s'abandonner franchement au sommeil. Dans le Val-de-Loire, l'aube n'entre jamais d'un seul geste. Elle hésite, elle glisse le long des vitres, se faufile entre les volets intérieurs, s'attarde sur les moulures, comme une invitée bien née qui connaît les usages et ne se permet aucune brutalité. J'ai toujours aimé cette retenue de la lumière française. Elle n'envahit pas, elle révèle. J'étais debout dans ma cuisine, une main posée sur le marbre, veiné de gris, l'autre autour d'une tasse de porcelaine dont le thé fumait à peine. À mon âge, on ne boit plus pour se réchauffer. On boit pour vérifier que l'on est encore là, assez solide pour sentir la chaleur d'une tasse remonter dans les doigts, assez vivante pour distinguer la bergamote d'un Earl Grey de maison et le parfum plus terreux des vieux meubles cirés qui gardent dans leurs fibres les hivers passés. Devant moi, sur la table, reposait l'enveloppe, crème, épaisse, lourde presque, avec ce grain satiné que seuls utilisent encore les gens qui ont appris à ne pas confier des choses importantes au papier ordinaire. Je l'avais fait préparer 3 jours plus tôt. J'avais insisté pour la cire, bien qu'on m'ait regardé comme si je m'entêtais dans une mise en scène désuète. Les jeunes prennent souvent l'élégance pour une affectation, faute d'avoir compris qu'elle est parfois une forme de pudeur. Quand la vie vous apprend à vous méfier des grands mots, vous apprenez à parler par matière, par silence, par poids de papier. À l'intérieur se trouvait l'acte que Mathilde n'aurait jamais imaginé recevoir de moi. La boutique de la place Vendôme. Pas une participation vague, pas une promesse, pas un droit de regard destiné à flatter son impatience. Non, une session préparée avec méthode, pensée pendant des mois, tenue secrète même à Julian jusqu'à la veille. Mon fils croyait encore que je temporisais, que je différais par prudence ce que je finirais par lui transmettre à lui, puis à son épouse, par l'ordre ordinaire des familles. Les hommes, même les meilleurs, comprennent rarement qu'une femme peut organiser l'avenir comme on compose un vin rare, en tenant compte non seulement du cépage, mais de la terre, de l'air, du temps et des mains qui toucheront la bouteille. Après nous, cette boutique n'était pas un commerce. C'était une ligne de sang, devenue pierre, velours et lumière. Mon grand-père avait commencé avec des montres de poche restaurées dans une arrière à boutique sombre. Mon père y avait ajouté les bijoux anciens. Mon mari, lui, n'y avait jamais touché autrement que du regard. Il savait qu'il existe, dans un mariage, même heureux, des royaumes que l'amour respecte en demeurant à leur seuil. La boutique était mon bien propre, au sens sec du code civil, mais aussi au sens plus mystérieux de ces choses qui portent votre nom même quand elles n'en ont pas l'apparence. Elle n'avait jamais appartenu à la communauté. Elle ne dépendait ni des caprices conjugaux, ni des appétits modernes. Elle venait de ma lignée. Elle retournerait à ma lignée selon ma volonté. Et pourtant, ce matin-là, j'avais choisi Mathilde. Je pourrais dire que j'avais été généreuse. Ce serait trop simple. Et à mon âge, je me méfie des simplifications comme des parfums trop capiteux. La vérité est moins noble, plus tendre aussi. J'avais voulu croire qu'en lui remettant cette enveloppe, je lui transmettais davantage qu'une adresse prestigieuse et des vitrines où les diamants dorment sous une lumière calculée. Je voulais lui transmettre une place, une dignité, une responsabilité. Je voulais, sans doute avec l'orgueil discret des vieilles femmes qui ont tout bâti sans réclamer d'applaudissements, être aimée non pour ce que je possédais, mais pour la confiance que j'accordais. Mathilde était belle, comme sont belles les choses, très bien finies et un peu froides, une beauté de ligne, une beauté qui n'admet pas l'accident. Quand elle descendait l'escalier principal, en talons fins, le bruit de ses pas sur la pierre claire me faisait toujours penser à de petits clous qu'on enfoncerait un à un dans un cercueil invisible. C'était une pensée méchante. Je ne m'en glorifie pas. Mais l'âge ne rend pas saint. Il rend lucide, et la lucidité a parfois la cruauté d'une lame bien affûtée. Elle avait apporté à Julian ce que je n'avais pas su lui offrir seule, le sentiment d'appartenir pleinement à son époque. Avec elle, il avait appris les restaurants, où l'on ne regarde jamais l'addition, les week-ends improvisés à Florence, les galeries où l'on fait semblant d'aimer ce qu'on ne comprend pas, les amitiés utiles,
les phrases prononcées en anglais au milieu d'une conversation française pour signaler au monde qu'on ne lui ressemble plus. Tout à fait. J'observais cela comme on regarde une vigne changer sous un climat nouveau, avec inquiétude, mais sans arrogance. Il fallait bien que les saisons passent. Il y avait pourtant, chez Mathilde, quelque chose qui me laissait chaque fois une fine poussière sur le cœur. Une manière de me remercier sans me regarder, de m'embrasser en tournant déjà la tête vers autre chose. D'entrer dans les pièces comme si elles attendaient sa silhouette pour prendre leur véritable sens. Elle ne se montrait pas grossière. La grossièreté est une faute de confection et elle était trop bien élevée pour cela. Non, elle pratiquait une forme plus rare d'indélicatesse. Elle me traitait comme une puissance ancienne dont elle espérait l'héritage, tout en jugeant déjà l'obstacle. Je l'avais pourtant choisi, ce matin-là. J'avais imaginé la scène avec cette frivolité grave que l'on met à préparer les événements qui nous survivront peut-être. Elle descendrait un peu pressée, déjà habillée pour son rendez-vous à Tours. Je lui demanderais de s'asseoir. Elle croirait à un banal conseil, à quelques recommandations sur la cave, sur les comptes du domaine, sur les fournisseurs de saumure ou sur les travaux de la toiture. Je pousserais l'enveloppe vers elle. Elle la retournerait, verrait son nom, lèverait enfin vers moi un regard plein. Peut-être pour la première fois. Alors seulement, j'aurais eu le droit d'espérer cette chose ridicule et précieuse. Une minute de vérité. Dehors, le jardin exhalait cette odeur humide de terre noble qui suit les nuits de printemps. Le gravier de l'allée luisait encore. J'entendais, très loin, un moteur de tracteur sur une route secondaire. Puis les ailes brusques d'un pigeon dans la cour. Tout semblait à sa place. Même le silence avait une tenue. J'ai approché l'enveloppe de moi du bout des doigts. Mon nom n'y figurait pas. Seulement le sien, tracé à la main, Mathilde de Villiers. J'avais choisi l'encre brun à noir de mes anciennes correspondances. Une encre qui ne criait pas. Une encre qui savait mourir dignement sur le papier. Je me souviens m'être dit qu'il y avait dans cette enveloppe tout ce que les gens comme elle cherchent parfois toute leur vie sans savoir le reconnaître lorsqu'ils l'ont devant eux. Une porte ouverte, une confiance sans marchandage, un patrimoine qui ne s'achète pas parce qu'il a été payé ailleurs, par des années de renoncement, de vigilance, de deuil aussi. Je me souviens m'être dit que certains cadeaux ressemblent à des couronnes, mais pèsent en vérité comme des serments. Au-dessus de moi, le parquet de l'étage a craqué. Mathilde était réveillée. J'ai lissé le bord de ma manche, redressé les épaules et j'ai attendu. Dans la glace sombre de la fenêtre, j'ai aperçu mon reflet. Une vieille femme droite, au visage aminci par le temps, mais non vaincue. Les cheveux relevés avec cette rigueur que les jeunes prennent pour de la coquetterie, alors qu'il s'agit, simplement, de discipline devant le monde. Le deuxième craquement a suivi, plus net. Puis le froissement d'une porte qu'on ouvre. J'ai posé la main à plat sur l'enveloppe, comme on protège une flamme. Je ne savais pas encore qu'en quelques minutes à peine, ce rectangle de papier crème ne serait plus un présent, mais une sentence. Je ne savais pas encore que le geste le plus impatient de cette jeune femme ferait glisser, sous une table de pierre, non un simple courrier, mais tout l'avenir qu'elle croyait déjà tenir entre ses doigts. Je ne savais pas encore que la bonté, lorsqu'elle tombe sur le marbre, fait parfois moins de bruit qu'un talon. Mais elle laisse une trace que rien n'efface. La première douleur n'eut rien d'héroïque. Elle ne fut pas cette fulgurance que décrivent les livres, ni ce coup de théâtre où le corps, soudain, trahit l'âme dans un éclat presque dramatique. Non, elle arriva comme une maladresse intérieure, un désaccord infime, comme si un mécanisme très ancien, poli par les années, venait de glisser d'un cran sans prévenir. Je posai la tasse. Le bruit de la porcelaine sur le marbre résonna plus longtemps qu'il n'aurait dû, comme si la matière elle-même cherchait à retenir ce geste. Une lourdeur s'installa dans ma poitrine, non pas une brûlure, mais un poids compact, inamovible, semblable à ces blocs de pierre de la Renaissance que l'on voit dans les cloîtres abandonnés, où le temps s'est déposé en couches épaisses. Je respirai une fois, puis une seconde. L'air entrait, mais ne circulait plus. Il restait là,
prisonnier, comme si mes côtes avaient décidé de refermer sur lui une grille invisible. Et je compris. Et ça Neuillard, à mon âge, on ne s'effraie plus des évidences. On les reconnaît avec une forme de politesse. La mort n'était pas une inconnue. Elle avait déjà traversé ma maison, pris mon mari, un soir d'hiver, effleuré mon père dans son sommeil, attendu patiemment ma mère derrière les rideaux d'un hôpital. Elle savait entrer sans bruit. Mais ce matin, à l'heure, elle s'était trompée de tempo. Elle arrivait trop tôt. Mon regard se fixa sur l'enveloppe. Ce fut une intuition plus forte que la douleur elle-même, une certitude presque animale. Si je partais maintenant, elle resterait là, immobile, muette, et tomberait entre des mains qui n'en comprendraient ni le sens ni le prix. Tout ce que j'avais retenu, protégé, transmis avec lenteur, risquait de se dissoudre dans l'indifférence ou, pire, dans une avidité mal dirigée. Je voulus appeler. Le téléphone reposait à quelques pas, sur le buffet, mais ma voix ne franchit pas mes lèvres. Elle resta bloquée dans ma gorge, comme ces mots qu'on ravale par dignité et qui finissent par peser plus lourd que ceux que l'on prononce. Alors je fis le seul geste qui comptait. Je me penchai vers la table, mais mes mains, d'ordinaire si sûres, tremblaient avec une lenteur étrangère. Mes doigts glissèrent sur le marbre froid, rencontrèrent le bord de l'enveloppe. Je la saisis, ou plutôt je crus la saisir, car mes forces se dérobaient à mesure que je m'en approchais. La douleur, désormais, n'était plus un poids. Elle devenait une pression sourde, continue, qui écrasait tout, comme si l'air lui-même avait pris la densité d'un métal invisible. Chaque battement de mon cœur ressemblait à un coup porté, contre une porte qui refusait de s'ouvrir. J'ai douce monsieur m'appuyait, la chaise derrière moi grinça lorsque je tentais de m'y retenir, mais mon corps ne répondit plus avec la précision qui avait toujours été la sienne. Il y eut un moment suspendu, un instant si mince qu'il aurait pu passer inaperçu, où je compris que je n'allais pas me rasseoir. Je tombais. Le sol de pierre m'accueillit sans brutalité, mais avec cette froideur impartiale des choses qui ne jugent pas. L'enveloppe, elle, m'échappa. Elle resta un instant entre mes doigts, puis glissa lentement, presque avec élégance, avant de venir s'arrêter à quelques centimètres de ma main. Si proche, je tendis le bras. Ce fut un effort disproportionné, un geste d'une lenteur presque indécente. Chaque millimètre parcouru semblait exiger un tribut que mon corps n'était plus certain de pouvoir payer. Mais je continuais. Non pas par courage, ce mot appartient aux vivants, mais par nécessité. Il fallait qu'elle la reçoive. Prends, il fallait que je puisse lui dire, au moins une fois, sans détour, ce que signifiait cet héritage. Que je lui confie non seulement un bien, mais une manière de le porter. Une façon de tenir debout dans un monde où l'argent circule plus vite que la mémoire. Mes doigts effleurèrent enfin le papier. Je fermai les yeux un instant, non pour céder, mais pour rassembler ce qui me restait de force. Au-dessus de moi, le silence de la maison persistait, intact, presque indifférent. Puis, dans le lointain, un pas. Elle descendait. Le bruit de ses pas se précisa, mesuré, assuré, presque impatient. Chaque talon frappant la pierre résonnait avec cette netteté sèche que j'avais toujours trouvée trop parfaite pour être innocente. À cet instant, pourtant, ce son devint pour moi une ligne de vie, une preuve que le monde continuait, que quelqu'un allait apparaître, que je n'étais pas encore tout à fait reléguée au silence des choses immobiles. Je voulus appeler son nom. Aucun son ne sortit. Ma bouche s'ouvrit, mais l'air, déjà lourd dans ma poitrine, refusa de se transformer en paroles. Je n'avais plus que mes gestes. Et mes gestes, eux aussi, semblaient appartenir à quelqu'un d'autre, comme si mon corps, chevaux fatigué de m'obéir, avait décidé de ralentir chaque mouvement pour mieux m'en faire sentir le prix. Elle apparut enfin dans l'encadrement de la porte. Mathilde, parfaite, comme toujours. Les cheveux tirés en arrière, la ligne du menton net, la silhouette déjà prête pour le monde extérieur. Elle portait cette élégance étudiée qui ne laisse aucune place au hasard. Même la lumière du matin semblait se plier à sa présence, glissant sur les tissus sombres avec une docilité presque servile. Elle me regarda.
Ou plutôt, elle posa les yeux sur moi. Il y a une différence que l'on comprend tard. Regarder, c'est accepter que ce que l'on voit existe vraiment. Poser les yeux, c'est vérifier une information sans s'y attarder. Je levai légèrement la main. Un geste minuscule, dérisoire, mais qui contenait tout ce que je ne pouvais plus dire. L'enveloppe glissa encore un peu, attirée par le sol, comme si le marbre lui-même la réclamait. Elle s'immobilisa, juste entre nous. Si proche d'elle, désormais. Alors, elle fronça à peine les sourcils. Non pas d'inquiétude, mais d'agacement, comme si ma présence au sol venait perturber une organisation déjà établie. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, non pour appeler de l'aide, mais pour formuler une pensée que je devinais avant même qu'elle ne prenne forme. Je voulus croire, une seconde encore, qu'elle comprendrait, qu'elle verrait au-delà de la scène, qu'elle percevrait, dans la rigidité de mon corps, dans la lenteur de ma respiration, dans cette main tendue vers elle, autre chose qu'un caprice de vieille femme. Je voulus croire que 10 minutes de sa vie suffiraient à lui ouvrir les yeux. Elle fit un pas, puis un autre. Ses talons passèrent à quelques centimètres de ma main. Le cuir effleura presque mes doigts. Je sentis le courant d'air léger qu'elle déplaçait en avançant, comme une présence qui me traversait sans me reconnaître. Elle regarda l'enveloppe un instant seulement. Ses yeux s'y arrêtèrent avec une précision presque instinctive, comme un animal flairant une piste. Je vis, dans ce bref arrêt, une lueur, pas encore de la compréhension, mais quelque chose qui s'en approchait. Une curiosité rapide, aiguisée. Alors je poussai ma main vers elle, dans un dernier effort. Et un geste fragile, tremblant, mais clair. Elle réagit. Pas comme je l'espérais. Sa main se leva, non pour saisir l'enveloppe, mais pour écarter la mienne. Un mouvement sec, presque élégant dans sa brièveté. Elle repoussa mes doigts comme on repousse une branche gênante sur un chemin trop étroit. L'enveloppe glissa. Je la vis tomber au ralenti, comme si le temps lui accordait une dernière dignité. Elle heurta le sol avec un bruit sourd, étouffé par la pierre. Puis, elle poursuivit sa course, imperceptiblement, jusqu'à disparaître sous la table. Sous la table, dans l'ombre, je suivis ce mouvement des yeux, incapable de détourner le regard. Il y avait dans cette chute une ironie si parfaite qu'elle en devenait presque irréelle. Tout ce que j'avais voulu lui offrir venait de lui échapper, sans qu'elle en mesure même la portée. Elle soupira, un soupir léger, irrité, puis elle parla, enfin, et sa voix avait cette douceur polie que l'on réserve aux situations que l'on refuse de prendre au sérieux. « Ne recommencez pas, Adélaïde. » Chaque mot tomba avec une précision froide. « Je n'ai pas le temps pour vos mises en scène ce matin. » Elle ajusta son manteau, jeta un dernier regard autour d'elle, non pas pour moi, mais pour vérifier que rien d'autre ne viendrait entraver sa sortie, puis se détourna. On ne retient pas les gens avec la peur de mourir. Trop. Ses talons reprirent leur marche. Le bruit s'éloigna, régulier, impeccable, comme une signature. La porte d'entrée se referma. Et je restai là, sur le marbre, avec pour seule compagnie une enveloppe invisible, désormais hors de portée, et un silence qui, pour la première fois, me sembla infini. Le silence, après son départ, n'eut plus la douceur contenue des aubes de Loire. Il devint une matière lourde, presque visqueuse, qui s'accrochait au mur, aux rideaux, à ma peau elle-même. Il n'y avait plus de musique dans la maison, seulement une absence sonore, comme si l'air avait été vidé de sa fonction la plus simple, porter la vie. Je restais allongé sur le marbre, incapable de bouger autrement que par fragments. La douleur, curieusement, s'était installée dans une forme de régularité. Elle ne frappait plus. Elle persistait. Une pression continue, sourde, qui me rappelait à chaque seconde que mon corps n'était plus un allié fiable, mais un territoire en train de se refermer. Je fixais la table, ou plutôt l'ombre sous la table. Je savais exactement où se trouvait l'enveloppe. Je pouvais presque en dessiner les contours sans la voir. Elle était là, à quelques dizaines de centimètres, comme une promesse enterrée vivante.
Il y avait quelque chose d'insoutenable dans cette proximité inutile. Toute ma vie, j'avais appris à mesurer les distances, entre les êtres, entre les mots, entre les décisions. Mais celle-ci, cette distance dérisoire entre ma main et ce que je voulais transmettre, était la plus cruelle de toutes. Le temps se dilaita. Je ne saurais dire combien de minutes s'écoulèrent, peut-être 10, peut-être 1 heure. À cet âge, le temps n'est plus une ligne, il devient une surface où les instants s'étalent, se confondent, se répètent. Je tentai de me redresser. Un effort absurde. Mon bras trembla, céda, retomba contre la pierre. Le froid du sol remontait en moi avec une lenteur obstinée, comme une eau glacée qui chercherait à gagner le cœur. J'eus une pensée étrange. Ce marbre, que j'avais choisi autrefois pour sa beauté, pour sa noblesse, pour cette manière qu'il avait de refléter la lumière sans jamais la retenir, devenait à présent le témoin le plus fidèle de ma solitude. Je n'avais jamais craint d'être seul. J'avais vécu des deuils, traversé des années de silence après la mort de mon mari, habité des pièces trop grandes pour une seule présence. Mais la solitude n'est douloureuse que lorsqu'elle est peuplée de l'absence de ceux qui devraient être là. Ce matin-là, elle portait un nom, Mathilde, non pas pour ce qu'elle avait dit, les mots s'effacent toujours, mais pour ce qu'elle n'avait pas vu, pour ce refus presque instinctif de reconnaître l'évidence. Il y a des aveuglements qui ne relèvent pas de l'erreur, mais du choix. Elle avait choisi de ne pas me croire. Peut-être parce que me croire aurait exigé d'elle ce qu'elle ne voulait pas donner. Du temps, de l'attention, une forme d'abandon de soi. Je fermai les yeux, pas pour céder, pas encore, mais pour rassembler ce qui me restait de présence. Les souvenirs affluèrent, non comme une consolation, mais comme une preuve. Je revis mon père dans son atelier, ses mains tachées d'huile et de patience. Je revis mon mari, debout dans l'encadrement de la boutique, me laissant seule maîtresse des décisions sans jamais chercher à s'imposer. Je revis Julian enfant, courant dans ce même jardin, avant que le monde ne lui apprenne à désirer ce qui brille. Plus que ce qui dure, tout cela existait encore. Et pourtant, à cet instant précis, tout semblait suspendu à un détail dérisoire, une enveloppe tombée sous une table. Un bruit, soudain, brisa cette immobilité. Un grattement, le point faible, irrégulier. Je rouvris les yeux. Partetaise, le chien. Yeux presque aveugles, fidèle comme seuls le sont les êtres qui n'attendent plus rien en retour. Il s'était approché de la porte, avait tourné sur lui à même, puis s'était mis à gratter le bois, avec une obstination. Tranquille, il ne comprenait pas, il ne cherchait pas à comprendre, il réagissait, encore une gratitement, puis un autre. Le bruit, minuscule, traversa la maison comme un appel. Je ne pouvais plus bouger, mais lui, oui. Je suivis du regard son manège incertain, sa manière de se cogner légèrement contre le mur, de revenir vers la porte, de gratter encore, plus fort cette fois. Quelqu'un finirait par entendre. Le monde extérieur n'était pas complètement sourd. Le chien aboya. Un son bref, cassé, mais suffisant. Et pour la première fois depuis ma chute, je compris que la vie, parfois, ne tient pas à la force, ni même à la volonté, mais à la persistance presque naïve de ce qui refuse de s'arrêter. Dans le lointain, une voix, puis des pas ceux de Mathilde. Ces pas et d'autres. Les pas qui approchaient n'avaient rien de l'élégance sèche de Mathilde. Ils étaient plus lourds, moins sûrs, comme ceux d'un homme qui marche sans se soucier du regard des autres, mais avec cette franchise terrienne qui n'appartient qu'à ceux qui vivent au contact des choses simples. Ils franchirent le gravier, hésitèrent un instant devant la porte, puis une main frappa, 2 coups brefs, sans cérémonie. Le chien redoubla d'ardeur. Un 3e coup, plus fort, puis la poignée. La porte céda presque immédiatement. Je ne la verrouillais jamais le matin. Une bouffée d'air frais entra dans la maison, avec l'odeur humide des champs et une trace de foin. Une silhouette se découpa dans l'encadrement, large, un peu voûtée, encore prise dans la lumière extérieure. Madame Adélaïde. Sa voix avait cette prudence respectueuse des hommes qui savent qu'ils entrent chez quelqu'un d'autre. Il fit 2 pas, puis me vit.
Je n'oublierai jamais ce moment. Ce n'est pas la panique qui se peignit sur son visage, mais une forme de concentration immédiate, presque professionnelle. Comme si, face à l'urgence, il n'avait pas besoin d'émotion pour agir. Il posa son sac près de la porte, un sac usé, que je reconnus confusément, et s'agenouilla à mes côtés. Ah, le vétérinaire. Je n'avais jamais retenu son prénom. Nous échangions quelques mots lors de ses passages pour le chien, des banalités sur l'âge, la fatigue des bêtes, les saisons. Et pourtant, ce matin-là, il devint l'homme le plus nécessaire de ma vie. Ses doigts cherchèrent mon pouls avec une précision douce. Là, restez avec moi, madame. Je voulus sourire. Le terme m'amusa presque. Rester avec lui n'était pas une décision, c'était une lutte que mon corps menait déjà sans moi. Il parla encore, mais je ne compris pas tout. Les mots se perdaient, comme filtrés par une eau épaisse. Je distinguais seulement quelques fragments. Respiration, urgence, ambulance. Puis il se releva, attrapa son téléphone, et sa voix changea. Elle devint plus ferme, plus rapide. Il donnait une adresse. Mon adresse. Comme si, soudain, elle avait acquis une importance que je n'avais jamais mesurée. Je tournai légèrement la tête. Sous la table, l'ombre restait intacte. L'enveloppe y dormait toujours, silencieuse, ignorée. Ce contraste me frappa avec une netteté étrange. D'un côté, la précipitation du monde, les appels, les gestes, la vie qui s'organisait pour me retenir. De l'autre, ce petit rectangle de papier, immobile, contenant tout ce qui aurait pu être. Je sentis une main se poser sur mon épaule. « Ils arrivent. Tenez bon. Tenez bonac. » Expression absurde. Quand chaque battement de cœur semble négocier sa propre existence. Et pourtant, quelque chose en moi s'y accrocha. Non par héroïsme, mais par une sorte d'entêtement calme. Celui qui m'avait accompagné toute ma vie. J'avais construit, résisté, attendu. Je pouvais encore attendre quelques minutes. Le temps reprit une forme plus nette. Au loin, une sirène. D'abord faible, presque irréelle, puis plus proche, plus insistante, comme une ligne sonore qui se rapproche sans jamais dévier. Le vétérinaire se releva, fit quelques pas, ouvrit davantage la porte. L'air entra plus largement, balayant les rideaux, soulevant légèrement les papiers posés sur le bûcher. Je frissonnais. Pas de froid, mais de conscience. Ouais, je n'étais pas morte. Passe encore. Les sirènes s'arrêtèrent brusquement devant la maison. Des pas rapides envahirent l'entrée. Des voix, des gestes, des mains inconnues. On me souleva, avec cette efficacité presque brutale des professionnels qui n'ont pas le temps de ménager les susceptibilités. La pièce bascula. Le plafond devint un ciel instable, traversé de silhouettes penchées sur moi. Une lumière crue m'éblouit. On me parla, on me demanda mon nom, mon âge. Je répondis, je crois. Ou peut-être seulement dans ma tête. Ah, en mei protaha. La porte franchie, je sentis une dernière fois l'air du matin sur mon visage. Le jardin passa haut à-dessus de moi comme un tableau que l'on emporte trop vite. Le gravier crissa sous les pas. Puis l'intérieur de l'ambulance m'engloutit. Avant que les portes ne se referment, je tournai légèrement les yeux vers la maison. Une pensée unique, précise. L'enveloppe, toujours là. Sur la tablette, invisible, et pourtant plus présente que tout le reste. La lumière de l'hôpital n'a rien de l'aube. Elle ne promet rien. Elle expose. Elle met à nu les visages, les failles, les respirations irrégulières. Lorsqu'elle me trouva, allongée dans cette chambre aux murs trop blancs, elle ne chercha pas à me consoler. Elle constata simplement que j'étais encore là. Je repris conscience que l'on remonte à la surface après une plongée trop longue. D'abord, le bruit discret, régulier, d'un appareil qui mesurait ce que je ne sentais plus clairement. Puis l'odeur, un mélange d'antiseptique et de linge propre, cette neutralité presque clinique qui efface toute trace de vie passée. Enfin, le poids de mon corps, étrangement léger, comme si une partie de moi était restée ailleurs. Sur le marbre froid de ma cuisine,
J'ouvris les yeux. Le plafond ne m'appartenait pas. Une silhouette se dessina sur ma droite. Floue d'abord, puis plus précise. Juliane. Mon fils n'avait jamais su cacher ses émotions. Même enfant, il pleurait sans retenue, comme si le monde devait savoir ce qu'il lui faisait. Adulte, il avait appris à contenir ses élans, à les dissimuler sous des gestes rapides, des phrases pratiques. Mais ce matin, à là, rien ne tenait. Ses épaules étaient voûtées, ses mains serrées l'une contre l'autre, avec une maladresse qui me fit presque sourire. « Maman ?»« Katema de le, milatri, bon, mime, bon, trop, bon, milatri, bon, trop. » Sa voix se brisa. Je le regardais longuement, sans parler. Il y a des instants où les mots deviennent inutiles, presque indécents. Il y avait, dans ses yeux, une honte qui ne venait pas seulement de la peur de me perdre, mais d'une compréhension tardive, brutale. Il savait, pas tout, pas encore, mais assez pour sentir que quelque chose, ce matin à là, avait été franchi. Je tournai légèrement la tête. Le mouvement me coûta plus que je ne l'aurais imaginé. Une fatigue profonde s'était installée, une fatigue qui ne concernait pas seulement le corps, mais la volonté elle à même. Pourtant, je savais exactement ce que je devais faire. L'enveloppe, l'enveloppe. Le mot sortit à peine, un souffle plus qu'une parole. Il se pencha. Quelle enveloppe! Je fermai les yeux un instant, rassemblant ce qu'il me restait de précision. Sous la table, dans la cuisine. Oh, il parlait trop. Je vis, dans ce simple changement de couleur, tout le mécanisme de la mémoire se remettre en place. Il imagina la scène. Il reconstitua. Il comprit, sans que j'aie besoin d'ajouter quoi que ce soit. Je vais y aller. Il se leva brusquement, comme si rester une seconde de plus à mes côtés était devenu insupportable. Non pas par indifférence, mais parce que l'urgence avait changé de nature. Ce n'était plus seulement ma vie qu'il fallait préserver, mais quelque chose de plus ancien, de plus fragile. Ce qui nous liait encore. Je le retins du regard. Apporta là, ici. Il hocha la tête. Et puis il partit. La porte se referma doucement derrière lui. Le silence revint, mais il n'avait plus la même texture. Il était traversé d'une attente, d'une tension fine, presque invisible. Je restai immobile, les yeux ouverts, observant les détails insignifiants de la chambre, la table roulante, le verre d'eau, les plis du drap. Tout me semblait étrangement secondaire. Ce n'était pas la mort qui m'avait réveillé, c'était la décision. Après je savais, avec une clarté que je n'avais jamais connue auparavant, que l'enveloppe n'était plus un cadeau. Elle ne pouvait plus l'être. Ce matin, Allah avait déplacé quelque chose d'irréversible. La confiance, lorsqu'elle est repoussée d'un geste impatient, ne revient jamais sous la même forme. Elle se transforme, elle se durcit, elle devient autre chose. Ah, quelques minutes ou peut-être davantage passèrent. Puis la porte s'ouvrit de nouveau. Juliane entra, l'enveloppe à la main. Je la reconnus immédiatement. J'ai légèrement froissé, une trace sombre sur le bord, presque imperceptible pour un œil distrait, mais que je savais être mon sang. Il s'approcha. Ses doigts tremblaient. Je tendis la main, plus sûre cette fois. Il me la donna. Je ne l'offrissais pas. Je la posai simplement sur mes genoux, comme on dépose un objet dont on mesure enfin le véritable poids. Puis je relevai les yeux vers lui. Appelle Maître Dubois. Maître, il hésita. Qu'en maintenant? Abbé, il comprit, et pour la première fois depuis longtemps, il ne discuta pas. Il sortit son téléphone. Et moi, dans ce lit qui n'était pas le mien, je sentis quelque chose se remettre en ordre, non pas dans mon corps, mais dans le monde. Maître Dubois arriva avec cette ponctualité presque austère, des hommes qui ont appris à ne pas confondre l'urgence avec la précipitation. Sa silhouette mince se découpa dans l'embrasure de la porte, manteau sombre, regard attentif. Port de tête légèrement incliné, non par faiblesse, mais par habitude d'écouter avant de parler.
Je l'avais choisi il y a des années pour cette qualité rare. Il ne se laissait jamais impressionner ni par la richesse, ni par le drame. Il traitait les deux avec une égale sobriété. Il salua Julien d'un signe, bref, puis s'approcha de moi. « Madame de Villiers ». Sa voix n'exprimait ni surprise ni compassion excessive, seulement une présence claire, stable, presque rassurante. Dans un monde où tout s'effondrait ou se révélait fragile, cette constance avait la valeur d'un socle. « Mimel », je posai la main sur l'enveloppe. « Nous allons modifier. » Il comprit immédiatement. Les bons avocats ne demandent pas pourquoi. Ils demandent comment. Il sortit son carnet, posa son stylo avec une précision presque cérémonieuse et attendit. Ce silence, offert sans impatience, me permit de rassembler mes pensées. Je ne voulais ni me venger dans l'emportement, ni punir par caprice. Ce que j'allais faire devait être juste, non pas au sens moral que l'on enseigne aux enfants, mais au sens profond, presque architectural, d'un équilibre rétabli. La boutique de la place Vendôme reste mon bien propre. Il acquiesça. C'était déjà le cas, juridiquement. Mais il comprenait que ce rappel n'était pas une évidence, plutôt une pierre fondatrice. Elle n'entre pas dans la communauté, elle n'y entrera jamais. Ah. Juliane détourna légèrement le regard. Il savait ce que cela signifiait. Mathilde n'avait jamais eu de droit sur ce qui faisait pourtant déjà partie de ses ambitions. Je poursuivis, plus lentement. Je crée un fonds. Maître Dubois leva à peine les yeux. Une structure de protection. Le capital est gelé, inaliénable. Le mot tomba avec une netteté presque tranchante. Inaliénable. Je sentis Juliane tressaillir. Non de douleur, mais de compréhension. Il commençait à percevoir l'ampleur de ce que je mettais en place. Les revenus, uniquement. Je marquai une pause. Respirer restait difficile, mais chaque mot que je prononçais me rendait plus lucide, comme si la décision elle-même me maintenait en vie. Juliane en bénéficie sous condition. Maître Dubois leva enfin le regard, brièvement. Laquelle? Je tournai la tête vers mon fils. Il ne me regardait plus comme une mère fragile, il me regardait comme on regarde quelqu'un qui détient encore un pouvoir réel, peut-être le dernier. Ils se séparent. Le silence qui suivit fut plus dense que tout ce que j'avais connu ce matin-là. Définitivement, sans partage sur ce qui ne lui appartient pas. Les mots étaient simples, leur portée ne l'était pas. Je ne prononçais pas le nom de Mathilde. Il n'était pas nécessaire. Elle était déjà présente, comme une ombre dans la pièce, invisible mais déterminante. Juliane passa une main sur son visage. « Maman, nitre-la disant de plus tire, pas-il j'ai ia. Ich t'aide, non frania, maintenant, mitre-la, nos proies, mekra, miel et de hier, ti elle. » Je levai légèrement la main, pas pour l'interrompre, pour lui rappeler que, cette fois, il devait écouter jusqu'au bout, à fond ou à fond, c'est croissant. Sinon, je laissai le mot en suspens. Maître Dubois reprit, presque mécaniquement, « Le capital est attribué à un organisme désigné. » Je hochaille la tête. Fondation de préservation. Les terres, le patrimoine. Je ne voulais pas que ce que j'avais construit devienne un trophée mondain. S'il ne pouvait pas être transmis avec respect, il devait au moins survivre, sans être dénaturé. Le stylo de l'avocat glissa sur le papier. Chaque trait fixait une réalité nouvelle. Je regardais Julien. Il n'y avait plus de place pour l'illusion, ni pour l'héritage facile. Seulement une ligne claire, presque brutale, entre deux mondes. Celui qu'il avait choisi et celui qu'il pouvait encore sauver. J'ai posé la main sur l'enveloppe, froissée, tachée. Et ceci, ma voix se fit plus basse, ne lui appartient plus. Ce n'était plus une décision, c'était une conséquence. Le lendemain, la lumière entra dans la chambre avec une retenue presque coupable, comme si elle avait compris qu'ici, désormais, rien ne devait être brusqué. J'étais assise, soutenue par des oreillers trop blancs.
L'enveloppe posée sur la table roulante, à portée de main. Elle n'avait pas été lissée. Je n'avais pas cherché à effacer les plis, ni la trace sombre qui marquait encore son bord. Certaines cicatrices doivent rester visibles pour que les vérités qu'elles contiennent ne soient jamais adoucies. En frappa de coups légers, presque gracieux. Mathilde entra. Elle portait un manteau clair cette fois, choisi avec cette intelligence des apparences qui ne laisse rien au hasard. Ses cheveux étaient parfaitement en place, son maquillage discret, étudié pour évoquer une inquiétude maîtrisée. Elle s'approcha avec précaution, comme on s'approche d'une scène qu'il faut interpréter sans en connaître tout à fait le texte. Adélaïde, Adélaïde, ouah! Sa voix avait changé. Plus douce, plus basse, elle contenait ce qu'il fallait de tremblement pour paraître sincère, sans se trahir. Je la regardais longuement. Il y a des moments où le regard devient une forme de justice. Il ne juge pas, il révèle. Je laissais mes yeux parcourir son visage, s'attarder sur cette tension infime au coin des lèvres, sur cette vigilance dans les pupilles, comme si chaque détail de la pièce devait être analysé avant de décider de la posture à adopter. Ça c'était beau. Ses mains se posèrent sur ses genoux, parfaitement immobiles. Une immobilité trop parfaite pour être naturelle. Elle attendait, toujours cette attente, non pas celle d'un lien, mais celle d'une opportunité. Je pris enveloppe. Le geste fut lent, volontaire. Je sentis sous mes doigts le grain du papier, la résistance des plis, la légère rigidité là où le sang avait séché. Tout cela me sembla d'une précision presque insupportable. Moi, comme si chaque détail contenait une part de la scène d'hier. Après, je la fis glisser vers elle. Sans un mot, l'écrit, elle la regarda. Je vis, cette fois, la reconnaissance immédiate. Non de l'objet, elle l'avait déjà vu, mais de sa valeur potentielle. Une étincelle passa dans ses yeux, brève, indéniable. Elle la prit avec une précaution presque respectueuse, comme si elle craignait qu'un geste trop brusque puisse altérer ce qu'elle croyait déjà acquis. Ses doigts tremblaient légèrement. Non de peur, SD impatience. Elle ouvrit l'enveloppe. Le silence s'étira. Je la regardais, non pas avec dureté, mais avec une forme de calme que je ne me connaissais pas. Il n'y avait plus de colère en moi, seulement une lucidité pure, presque froide, comme une eau claire qui ne dissimule rien. Elle tira le papier, le déplia, ses yeux parcoururent la page, puis s'arrêtèrent. Puis le changement fut immédiat. Ce n'est pas le visage qui trahit d'abord, mais le regard. Cette infime dilatation de la pupille, cette suspension d'une fraction de seconde où la compréhension lutte encore contre le refus. Elle relut, plus vite, comme si la vitesse pouvait modifier le sens. Puis elle leva les yeux vers moi. Beau, qu'est-ce à ce que... Je parlais doucement, avec cette précision qui ne laisse aucune place à l'interprétation. Tu aurais pu tout avoir. Ma voix ne tremblait pas. Elle se figeait. Je poursuivis, sans élever le ton, absolument tout. Je marquai une pause, une respiration. Il te suffisait de 10 minutes. Alors, le silence qui suivit n'était plus le même. Il n'était plus une attente, il était une chute. Elle baissa les yeux vers la feuille. Blanche, parfaitement blanche, à l'exception de cette ligne, tracée de ma main, simple, irrévocable. Tu aurais pu tout avoir si tu avais su t'arrêter. Ses doigts se crispèrent. Le papier se froissa légèrement. Je ne détournai pas le regard. Il n'y avait plus rien à ajouter. Tout était déjà dit. La porte ne claqua pas. Elle resta entr'ouverte, comme si même le bois refusait de prendre parti. Dans cette fente étroite, une ombre se dessina, puis la silhouette de Julian apparut, hésitante, presque retenue par quelque chose d'invisible. Il entra sans me regarder d'abord. Ses yeux se posèrent sur Mathilde. Moi, elle n'avait pas bougé. Toujours assise, la feuille blanche entre les mains, comme un objet dont elle ne savait plus quoi faire. Son visage, si maîtrisé d'ordinaire,
avait perdu cette cohérence qui faisait sa force. Il y avait là une fissure, fine, irréversible. Julian s'approcha, dans ses mains, un dossier. Pas un geste inutile, pas un mot superflu. Il posa le dossier sur la table, entre eux, comme on dépose une preuve qui n'attend plus d'être discutée. Mathilde. Sa voix n'était plus celle que j'avais connue. Elle n'était ni brisée, ni hésitante. Elle était droite, simple, presque étrangère. Elle releva les yeux vers lui. « Qu'est-ce que c'est ?» Il ouvrit le dossier, en sortit une feuille, puis une autre. Il les fit glisser vers elle avec cette lenteur calculée qui transforme un geste banal en acte irrévocable. « Lise, tard. » Elle hésita, un instant seulement. Puis ses doigts quittèrent la feuille blanche pour saisir ses nouveaux papiers. Ses yeux coururent sur les lignes, plus vite cette fois, comme si elle cherchait à reprendre le contrôle du temps. Je vis le moment précis où tout bascula. Son regard s'arrêta, se fixa, puis revint en arrière. Elle releva brusquement la tête. « Ne t'essaie la prends le 3. » Julien ne la laissa pas finir. Les enregistrements. Le mot tomba sans violence. Caméra du hall. Hier matin. Un silence. Ballord. Tense. Il poursuivit. Tu pensais qu'il n'y en avait pas? Oui. Elle secoua la tête. Imperceptiblement. Non pour nier. Mais pour refuser. Il y a des vérités que l'on reconnaît avant même de les accepter. Je le vis dans la tension de sa mâchoire, dans cette manière qu'elle eut de serrer les dents, comme pour contenir quelque chose qui lui échappait déjà. On voit tout, Mathilde. Sa voix restait calme. Trop calme, on t'entend aussi. Le papier trembla entre ses doigts. Mais je ne ressentis aucune joie, aucune satisfaction, hein. Seulement cette impression étrange que les choses reprenaient leur place, comme après un long désordre où chaque objet retrouve enfin sa fonction. Julien sortit un dernier document, plus épais. Il le posa devant elle. Partez épéléché Bartissal, s'après minopros, cal, mané, no, co, cal, moins, cal. Il marqua une pause. C'est la suite. Elle le regarda, sans le toucher, comme si le simple contact pouvait rendre la réalité définitive. Une demande de divorce. Et les mots, cette fois, ne cherchaient plus à ménager quoi que ce soit. Sans partage sur les biens propres. Je vis ses doigts se contracter. La feuille blanche glissa de ses genoux, tomba au sol, presque au même endroit que l'enveloppe, la veille. Je suivis ce mouvement. Même trajectoire, même silence, mais pas la même ignorance. Elle comprenait maintenant que 300, il y a 300, tout, la boutique à la condition, le choix, alors, et surtout la minute qu'elle n'avait pas prise. Elle leva les yeux vers moi. Pour la première fois, il n'y avait plus d'attente dans son regard. Ni de calcul, seulement une forme nue de compréhension. Trop tardif, Julien recula de pas pour fuir, mais pour marquer la distance. Tu signes ou tu contestes. Sa voix n'avait plus rien de personnel. Mais quoi que tu fasses, il regarda la feuille blanche au sol, puis l'enveloppe sur la table. Tu n'auras plus rien à négocier. Le silence retomba. Pas celui de l'aube, pas celui de la peur. Un silence plus net, plus définitif. Celui qui suit les décisions qui ne seront plus jamais reprises. Lorsque la chambre se vida, il ne resta plus que le bruit discret des machines, et cette lumière pâle qui ne juge rien, ne console rien, mais révèle tout. Julien avait quitté la pièce sans se retourner. Mathilde était partie plus lentement, comme si chaque pas lui coûtait désormais davantage que ses talons n'avaient jamais pesé sur le marbre de ma maison. La porte s'était refermée avec douceur, presque avec respect. Je restai seule,
Et pour la première fois depuis longtemps, cette solitude ne me blessa pas. Elle me rendit à moi à même. Je laissai mon regard se poser sur mes mains. Elles n'étaient plus aussi fermes, ni aussi précises qu'autrefois. Les veines y dessinaient des chemins anciens, comme des rivières fatiguées. Pourtant, c'étaient ces mêmes mains qui avaient construit, choisi, protégé. Ces mêmes mains qui avaient, hier encore, tenté de transmettre. Je repensais à l'enveloppe, à sa chute lente, presque élégante, à cette trajectoire silencieuse qui avait emporté avec elle non seulement un document, mais une possibilité. Ce qui me frappa, ce n'était pas la perte, car rien n'avait été réellement perdu, mais la manière dont tout s'était joué dans un espace si étroit, dans un temps si dérisoire. 6 minutes, parfois une vie entière tient dans ce laps de temps. Et je fermais les yeux, et non pour fuir, mais pour regarder autrement. Les images revinrent, plus nettes, débarrassées de l'urgence, la cuisine au petit matin, la lumière hésitante, le bruit des talons, la main repoussée, le papier glissant vers l'ombre. Waouh! Tout cela formait désormais une seule et même scène, une seule et même vérité. On ne perd pas ce que l'on n'a jamais su voir. Mathilde n'avait rien perdu. Elle n'avait jamais possédé. Ce que j'avais voulu lui offrir ne se résumait pas à une adresse prestigieuse, ni à des vitrines pleines de pierres silencieuses. Je voulais lui transmettre un regard, une manière d'habiter le monde sans le dévorer, une capacité à s'arrêter, à reconnaître, à recevoir. Elle n'avait pas pris ces 10 minutes. Et ce refus avait fait plus que briser une possibilité. Il avait révélé une nature. Je rouvris les yeux. Le monde n'avait pas changé. La lumière restait la même. Les murs, les objets, les voix lointaines dans le couloir. Tout continuait avec cette indifférence tranquille qui caractérise les choses qui survivront toujours aux drames humains. Et pourtant, quelque chose en moi était devenu plus léger. Non, pas parce que j'avais puni. Yeah! Look at him. Hi, Kate. Good morning. Would you like a treat? Good boy, take it. Yes. Good boy, Kate. Poncho, I'll give you two because I'll give you one for me. Look at that smile. Good boy. There you go. Well done. You want to come up? Up. There you go. Look at the birthday boy in his birthday hat. He is literally that emote, yeah. Oh, that was so nice. Was that so nice? Tina, you can't say that about your own child. Oh, he's so handsome. It's his birthday. I just did. Now people, now they are gone. They're to see and hear your lovely voice, plus see the lovely bunch of people again. It's over to see you, Pink. Hi, Lokesh. His name is Chewy. This is Chewy, and it's his 4th birthday today, isn't it? It's your birthday. Yeah. Look at it. Will someone just clip that so I can take a screenshot of it? Look at you. There is actually an application. She also did a TikTok to apply to be my boyfriend. Good morning, Georgia. He's just a baby. You're still such a big baby. Oh, this is not my playlist. Zebra, do you want to take the hat off? There you go. Is that better? Good boy. Oh, this is, look at the two of you. Pair of gingers. We'll just have this on for now. He's just a baby. Guys, I've had such a fucking shit morning so far. I've just had such bad tech issues. I was here at 9:25. I've been trying to fix tech stuff since then. For some reason, Twitch had just entirely disconnected from OBS, and then OBS crashed, and then neither of my cameras would work, and then my light wouldn't work. So we've had a really good start to the day. So everyone has to be really, really, really extra nice to me today. Because although I really wanted to rage quit and not stream, and I hate how I look today. I'm just having one of those days where I should have washed my hair, and I should have fake tanned. I'm just having a day. So everyone be really nice to me. So I have some cookie for my breakfast. You look fine, thank you. That's nice to know, thank you. Fine is actually just what I'm aiming for. Thanks, Kate. Kiss me. How's everyone else? Can we get an out of 10?
coffee left. Hang on. Up you go. Ah. Wait. You know what I mean when I say that? No, I know. My ranking will be decided once I make it up as Noah Khan. Oh my god, the Noah Khan queue. Oh my god, that was today? Fuck. Oh my god, I thought it was on the 16th. The pre-sale. Well, I was never gonna get I don't get on there now. I didn't get the pre-sale link. It's fine. I've got too much to do. I've also got no money. So, you know what though? No, I can't is what I say when someone doubts me. No, I can. Nice. That's really good, Tino. Thank you, Coops. My rank. Okay, Poncho's a 7. Did you have a good rest of your birthday yesterday, Poncho? Okay. We're there. We're here. We're kind of here. Some coffee. Is Lyd here? Lyd, are you here? Are you lurking? Because I got those cookies. There we go. A 7.7. Are you still riding the high from the weekend? Because you won. I'm gonna look at this baby. A children got takeout. Nice. Okay. Hi, Tally. Thank you. He says thank you. Jane. Who the fuck's Jane? Sorry. Okay. Today, I need to get on top of my work and I need to get on top of my life admin. I need to book in. Oh, you won, Jane. What a sad little life, Jane. I need to book in to get my roots done and my nails and get my life in order.